Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous vous présentons aujourd'hui notre bilan de la saison écoulée, le 10e depuis 2009, avec comme toujours nos analyses, nos classements et nos prévisions pour la saison prochaine. Ils ont parfois souffert, ils se sont rarement réjouis, mais ils piaffent d'impatience depuis 15 jours. Voici donc Gila, Nico et Tom. Salut à vous. Salut à Salut, tous. bonjour. Alors bon, la dernière émission date de mars, nous avions d'ailleurs explosé notre record d'audience, mais les matchs se ressemblant beaucoup, il nous a semblé plus pertinent d'en faire la synthèse, et qui dit synthèse dit Gila, comme chaque année. Gila, 210 millions dépensés il y a moins d'un an, à l'heure des comptes, dans tous les sens du terme, dirais-tu que les résultats ont été à la hauteur des attentes? Bonjour à tous. Fier à nouveau d'accomplir cette synthèse de la saison. Écoute, quant à ta question, je dirais que la saison est une nouvelle fois moyenne, voire décevante, surtout décevante au vu des attentes qui étaient légitimement les nôtres au terme du dernier mercato estival. Une saison donc qui, d'un point de vue interne, se clôt à la 6e place avec 64 points, soit un de plus seulement par rapport à la saison passée. Donc on peut dire qu'effectivement le bilan est décevant du point de vue comptable. Le Milan a retrouvé l'Europe cette saison. Donc il s'en est sorti, il s'en est globalement bien sorti en phase de groupe. En 16e de finale également, avant de chuter presque quasiment logiquement face à Arsenal en 8e de finale. Bon, ce n'est pas une élimination humiliante, voire rédhibitoire, car cet effectif est en pleine reconstruction et jeune, donc il manquait clairement d'expérience pour pouvoir espérer mieux cette saison en Europa League. Mais voilà, plus globalement, je pense que cette saison a été décevante pour la plupart des tifosi, surtout au vu des difficultés affichées en début de saison. Nous étions beaucoup à nous dire que Montella n'était peut-être pas l'homme de la situation. Cela s'est confirmé avec un limogeage intervenu en novembre et avec un nouveau recrutement en interne au sein de la Primavera. Donc avec un Gennaro Gattuso qui a repris l'équipe, une équipe un peu démobilisée, qui ne savait pas où elle allait. Ne serait-ce que du point de vue de la préparation physique, les joueurs, beaucoup de joueurs ont indiqué qu'ils étaent en délicatesse de ce point de vue-là, au vu du travail effectué par Montella. Mais Gattuso, de son côté, peut estimer avoir réalisé de bonnes choses cette saison au Milan, car il a quand même réussi à remettre la barque à l'endroit. En réalisant une très belle série en championnat entre janvier et mars, série qui s'est clôturée face à la Juventus au Juventus Stadium. Cette série a d'ailleurs permis au Milan d'espérer accrocher la Champions League dans les 10 derniers matchs de la saison. Malheureusement, il a peut-être manqué de fraîcheur en raison d'un effectif, d'un 11 de départ qui a été usé jusqu'à la corde, on peut dire, avec des solutions de rechange qui n'étaient pas forcément au niveau des titulaires. Donc le Milan a pêché dans le sprint final. Bon, il réussit quand même à décrocher l'Europa League, mais la participation en Europa League est potentiellement remise en doute dans l'attente de la décision de l'UEFA quant aux sanctions à prendre contre le Milan dans le cas du fair play financier. Donc voilà, la fin de la saison c'était bien clôturé par une victoire 5-1 face à la Fiorentina, mais les dernières nouvelles concernant les possibles sanctions contre le Milan ont un peu terni le tableau, gâché un peu cette fin de saison. Donc voilà, je pense que pour tout le monde, c'est un peu l'expectative, l'incertitude, en attendant de voir à quelle sauce le Milan sera cuisiné. En tout cas, plus globalement, cette saison, une nouvelle fois, été mi-figue, mi-raisin. Je pense que mes compères ne me contrediront pas vraiment. Voilà, déception globale, je pense. Oui, il y a peu de chances qu'ils te contredisent. Je retiens deux points principaux, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ton intervention, mais je retiens deux points principaux. Montella conservé. Après, il faut le dire, la saison dernière, 6 derniers mois catastrophiques. Et puis, le problème de l'argent. Est-ce qu'on a dépensé 210 millions pour avoir un point de plus finalement que la saison dernière? Je serais curieux de savoir combien on avait dépensé l'été 2016. Ça m'intéresserait pour comparer. Et puis, cet argent dépensé qui nous handicape finalement pour la suite, puisqu'on ne sait pas ce qu'il adviendra du Milan, en tout cas sur la scène européenne, dans quelques semaines. Donc tout ça est très inquiétant, et cette affaire d'argent, avec en plus des dirigeants de club dont, comment dire,
la fiabilité financière est très discutée, hein. Je crois que c'est le cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire depuis quelques semaines, en tout cas dans la presse. Nico, alors toi Nico, je sais que tu t'es beaucoup encore déplacé cette année, t'as manqué aucun match, donc partages-tu l'opinion de Gila sur toutes ces questions? Oui, Gila oublie quelque chose et j'ai fait le déplacement sur ce match-là. Il y a eu la raclée en Coupe d'Italie Oui, contre, exact. contre Ouais, la Juve qui ouais, a fait ouais. extrêmement mal parce que si tu bats la Juve en fin de saison et au final tu termines en Ligue Europa pour une première année avec un nouvel investisseur, bon, tu peux dire que ça aurait sauvé la saison, je pense, cette victoire en Coupe d'Italie. Mais là, on a fini. On a vu le fossé qu'il y avait en fait entre la Juve et le Milan lors de cette défaite-là. Et c'est vrai que pour la suite, ça fait peur. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec l'UEFA qui nous dit que le Milan pourrait ne pas participer carrément pour être exclu de la Coupe d'Europe quand même. Donc ce serait pas rien. Et un mercato qui à la base devait nous amener soi-disant en Ligue des Champions. Même moi qui m'avais fait peut-être croire au début qu'on allait peut-être jouer pour le titre. Et au final, tu luttes jusqu'à la dernière journée face à la Fiorentina pour aller chercher une 6e place. Enfin, ça a été une saison vraiment décevante. Et c'est vrai que pour la suite, j'ai du mal à m'emballer réellement. Et on est vraiment dans le vague pour la saison qui arrive. Ouais, mais alors on se demande combien il faut dépenser finalement pour avoir une équipe compétitive, ou surtout Ah, si les bons choix ont été effectués, Nico, parce que est-ce qu'on le peut seul pas truc, remettre en question le recrutement de l'été dernier? après le problème du recrutement, faut pas oublier une chose, il y a combien de joueurs sont arrivés? 14, 15? Enfin, il y a eu Oui, 9 oui, joueurs oui. par rapport à l'équipe type, c'est 9 joueurs. Non mais le recrutement Euh, quantitativement et qualitativement, ce que j'ai pas là, c'est que j'entends oui, bien qu'on fait pas une équipe avec 10 nouveaux joueurs, ça c'est certain. mais après, si on va regarder le verre à moitié plein, on peut dire aussi que, par exemple, pour prendre 2 joueurs comme 3, même comme Bonucci, Çalhanoğlu et Biglia, ont été quand même complètement différents à partir du mois de janvier. L'effet Gattuso. Et Mm. l'effet Gattuso, plein de joueurs ont dit que physiquement ils étaient à la rue avant le début de saison, bon c'est facile de le dire. Il y a eu des ratés, c'est sûr que le André Silva a été un raté, le cas Donnarumma qui l'année dernière était un homme fort du Milan, qui s'est pourri tout seul sa saison avec son agent, a été complètement à côté de ses pompes. Il y a eu la blessure d'Andrea Conti quand même qui s'est fait les ligaments quand on pensait qu'il allait revenir pour le dernier mois. Il s'est repété le genou, donc bon, il y aura pas pour le prochain mercato, il ne va pas y avoir 15 nouveaux joueurs qui vont arriver. Ah non, Certainement on peut pas 3 se les ou payer de toute façon. on peut pas se les payer, non mais quoi qu'il arrive, je pense que l'ossature va rester quasiment la même. Là, on parle d'un échange entre André Silva et Falcao, un départ peut-être de Kalinic. Il y aura certainement un attaquant en plus qui va venir et un milieu de terrain. Après, tout va dépendre aussi si Milan joue l'Europe. Si Milan ne joue pas l'Europe, il y aura peut-être pas 2 attaquants qui vont venir, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul. Mais voilà, il faut pas oublier aussi non plus quand même qu'il y a eu un changement de l'effectif qui était énorme et que demander d'arriver 4e de ce championnat, parce que quand tu prends l'ensemble de la saison en Italie, qui franchement a été d'un très bon niveau, quand tu vois que la Lazio ne va pas en Ligue des Champions avec le football qu'ils ont produit, que le Napoli finit quand même 2e du championnat avec 91 points, et que la Roma est allée en demi-finale de Ligue des Champions, au final, est-ce que le Milan n'est pas à sa place? Non, c'est une bonne Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'Inter, jusqu'à mi-saison, était quand même joué pour le titre, était dans les 3 premières places, et que l'Inter s'est effondré aussi, c'est ce qui nous a permis de croire un petit peu au fait qu'on puisse revenir dans la course à la Ligue des Champions. On finit quand même on finit devant l'Atalanta Bergame et devant la Fiorentina. Je pense qu'aujourd'hui Milan est à sa place en tant que 6e club italien. À voir pour la suite. Voilà. Alors Tom, bon, on vient de parler finalement de ces déceptions, j'imagine que tu les partages. La faute à Montella, la faute aux recruteurs, la faute à l'excès de recrues justement peut-être, la faute à la météo, la faute au terrain en pente comme disaient les Guignols, la faute à qui? Et puis surtout, qu'en as-tu pensé? C'est ça qui nous intéresse principalement. Ce qui me fait sourire, c'est que hier, je me suis dit, tiens, je vais aller écouter l'émission d'avant-saison qu'on a enregistrée fin août. Alors du coup, je regardais un peu ce qu'on avait dit. Bon, déjà, tu avais commencé, toi, MJ, par parler une fin d'année qui va être en apothéose avec la Coupe du Monde. Si on Oui. avait juste ce qui allait se passer avec l'Italie, je pense qu'on l'aurait pas dit. Voilà. Ah bah oui, mais c'est malheureux ça Tom, on devrait Oui, le non, mais déplorer. mais bien sûr. Mais je sais que Mia, par exemple, est arrivé parce que Mia était là. Il parlait du propriétaire qui a de l'argent. Là aussi, c'est un peu cocasse par rapport à ce qui se passe en ce moment. De manière générale, on peut difficilement dire autre chose que c'est une déception.
toutes les personnes qui étaient présentes lors de l'émission d'avant-saison avaient visé le top 4, donc la Ligue des Champions, avec plus ou moins de mesures, mais en tout cas on visait le top 4. À partir du moment où, comme le dit Nico, on finit 6e et uniquement la dernière journée où on s'assure, sportivement en tout cas, la place en Europa League avant une décision de l'UEFA, ça peut être une déception. Après, je nuancerai aussi sur certains points. On occulte un peu, en tout cas on diminue l'impact négatif qu'ont eu Berlusconi et Galliani sur les dernières saisons. On avait un effectif, les 4, 5, je ne sais plus combien, dernières saisons avant le dernier titre, où on n'avait que des joueurs médiocres pour ne pas être plus méchants. Il y avait quasiment tout à changer. Alors, effectivement, il y a des choix qui sont discutables. On va sûrement y revenir quand on parlera des individualités. Il y a des choix qui sont discutables. Il y avait peut-être des mauvais recrutements. Maintenant, on ne pouvait pas faire une saison avec les joueurs qu'on avait avant. Et mine de rien, ouais, on est le Milan. Ouais, on avait peut-être de l'argent. Mais on était quand même un club qui, depuis des années, était à la rue, n'avait qu'une place en tour préliminaire d'Europa League l'année dernière. Et je ne suis pas sûr que nous aurions pu avoir de bien meilleurs joueurs que ce qu'on a eu l'année dernière, même s'il y a peut-être des erreurs de recrutement. En plus de ça, depuis 5 ans, on ne jouait plus la Coupe d'Europe. En plus, voilà, donc on avait une image, et bon là, ça s'arrange pas malheureusement avec l'UEFA, on avait une image qui était très, très négative aux yeux du footballeur lambda. Donc ouais, on pouvait pas forcément avoir mieux. Maintenant, c'est une reconstruction. Au final, effectivement, je regarde les effectifs sur le papier, je regarde la forme, je regarde le niveau. On est peut-être à notre place. Et ce qui m'inquiète, c'est peut-être plus pour l'année prochaine, parce que ça, on y reviendra dans les perspectives, mais ça m'inquiète plus sur qu'adviendra-t-il à ce Milan-là l'année prochaine si on n'arrive pas à avoir cette Ligue des Champions. Mais oui, voilà, c'est une déception. Maintenant, on va dire que c'est de la première année d'un nouveau cycle. Pour moi, l'été qui arrive et l'année prochaine, c'est l'année la plus importante. C'est là où on va voir ce que va être le projet du Milan. En tout cas, quelle dimension on va prendre. Mais t'es d'accord quand même que 210 millions pour avoir un point de plus que la saison précédente, c'est un peu gros, c'est un peu fort. Oui, bien sûr, ça effectivement, c'est une réelle déception. On a perdu beaucoup de points et beaucoup de points faciles. Quand on fait 1 point sur 6 face à Benevento, qui prend, je crois, 33% des points uniquement face à Milan, on peut pas se cacher, on peut pas dire que c'est pas une déception. Maintenant, on a toute la phase aller, je crois qu'on fait 0 points face aux 6 premiers de l'époque, c'est-à-dire la Roma, Naples, l'Inter, la Juve, la Lazio et la Sampdoria qui était devant nous à ce moment-là, plus l'Atalanta qui était aussi devant nous. On faisait 0 points. Heureusement que sur la phase retour, on a réussi à récolter des points grâce à Gattuso, mais on a perdu énormément de points, à la fois sur des confrontations directes, à la fois sur des adversaires qui étaient vraiment faibles. Prendre 3-0 face au Hellas Vérone, qui est l'une des équipes les plus pourries des dernières années de la Serie A, ça pose problème. Mais j'ose espérer que l'année prochaine, ces points-là, on les prendra quand même. Maintenant, oui, c'est une déception, t'as raison. Contre Benevento, oui, c'est vrai que c'était spectaculaire. Quand ils nous ont battus au match aller, ils n'avaient pas gagné un match, je crois. Match nul, ils arrachent le nul à la dernière seconde. C'est le premier point de la saison. C'était le premier point, ils n'avaient même pas fait match par un gardien. C'est un truc de fou. C'est encore pire. Bon, allez, Gila, c'est à toi, t'as une petite réaction, je crois. Oui, c'est une petite précision, et d'ailleurs Tom m'a devancé. Pour moi, c'est une déception, en fait, quand je repense à tous les points bêtement perdu en championnat. Quand on voit le 3-0 contre l'Hellas Vérone, quand on voit le festival contre Benevento à l'aller et au retour, ça nous a tous rappelé le Milan dégueulasse des années précédentes, ridicule. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose qu'on ne devait pas revoir cette saison. Pourtant, on a revu des rencontres dégueulasses face aux promus, chose qui ne devait pas arriver, avec un effectif quand même bien meilleur et qui, je pense, lors de ces rencontres-là, a peut-être péché d'un point de vue mental. En fait, c'est pour moi une déception à ce niveau-là. Effectivement, on ne pouvait pas repartir sur un nouveau cycle en finissant dans les 3 premiers du championnat, avec un effectif totalement remanié, mais il y a des choses quand même qui n'auraient pas dû arriver, et ces points perdus face au premier et face au club du bas de tableau n'aurait pas dû arriver. Donc c'est pour moi une déception aussi à ce niveau-là. Donc on peut effectivement nuancer, mais il y a des choses qui ne devaient pas arriver. Malheureusement,
malheureusement ça fausse le bilan. Et pour préciser, effectivement, Nico, j'avais totalement oublié, totalement occulté la finale de la Coupe d'Italie. Pour moi, c'est complètement passé à la trappe, je pense, dès le coup de sifflet final. J'ai complètement oublié cette finale, cette débâcle. Toi, tu y étais, donc forcément c'est encore plus le retour en bus, les 10 heures en bus, plus les 3h30 de voiture derrière, ça. Non, et puis l'arrivée de Pirlo avec la coupe, surtout pour Nico, ça a été terrible. Si vous saviez, l'avant-match a presque été pire que le match. Juste un petit truc avant de parler de Gattuso, parce que Gila, on nous demande souvent pourquoi on fait pas plus d'émissions. Parce que c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on faisait quasiment toutes les semaines une émission. On était beaucoup plus assidus. Mais c'est vrai que les matchs se ressemblent tellement, ces contre-performances s'enchaînent tellement que finalement on se dit on va pas radoter chaque semaine. Voilà. Donc on espère que l'année prochaine ce sera un peu plus animé. Si on perd, on fera les émissions aussi, c'est pas la question. On n'en fait pas que quand on gagne. On en a commenté tellement des défaites et des lourdes. Mais juste l'idée c'est de ne pas se répéter tous les dimanches, parce que les matchs c'est photocopie quasiment à chaque fois, donc on va pas assommer les auditeurs avec des réflexions qu'ils ont entendues la semaine précédente. Petit point Nico sur Gattuso, parce qu'à un moment donné c'est un entraîneur auquel personne ne croyait, il y a encore d'ailleurs des critiques à son sujet sur le plan tactique en cette fin de saison, puis finalement vous reconnaissez quasiment tous qu'il a modifié, en tout cas c'est statistiquement vrai, cette équipe au cours d'année, puisque la première et la deuxième moitié de saison ne se ressemblent pas du tout, donc faut-il donner davantage de crédit à Gattuso que certains supporters semblent lui accorder? Comme tu dis, les chiffres parlent pour lui. Après, c'est vrai que, comme tu dis, il est encore critiqué parce que, mine de rien, beaucoup de personnes mettent un gros point d'interrogation sur lui en tant qu'entraîneur, vu ses échecs passés. Après, c'est sûr que bon, quand tu vois les clubs où il est passé avant, c'est pas non plus, c'est quand même difficile de réussir. Il a réussi avec Pise quand même de les monter de la 3e division en 2e division, puis après le club a fait faillite. Il était dans un club en Grèce où les gens n'étaient pas payés et lui non plus au niveau du salaire. Il a commencé sa carrière d'entraîneur en Suisse dans un petit club. Il a été à Palerme aussi avec Zamparini où il a fait 2 mois, donc c'est pas le seul non plus. Donc bon, c'est la première fois qu'il a un vrai club, entre guillemets, Gattuso. Moi, j'avoue que j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est un meneur d'hommes. C'était ce qu'il était quand il était joueur. Il connaît le club par cœur. S'il y a un endroit où Gattuso peut réussir, de toute façon, ce sera au Milan, je pense. Maintenant, on est obligé de lui laisser sa chance. Et encore plus quand tu sais les problèmes d'argent qu'a le Milan, malheureusement, le Napoli a pris Ancelotti, mais nous on n'a pas les moyens de se payer un entraîneur à un grand coach à 6,5 millions l'année. Donc, et je pense qu'il a mérité par cette deuxième partie de saison et surtout avoir redonné un peu foi aux supporters d'avoir une chance, voilà, sur une année complète. Voilà, sur une année complète. Et de toute façon, lui il le sait, ce sera acquis tout doux pour lui parce que une 6e place ne sera pas acceptée. L'année prochaine, après tout dépendra de l'effectif, parce que si Milan est obligé de vendre et de prendre des joueurs moyens d'ailleurs pour compenser, mais apparemment c'est pas ce qui se dit. Fasson a dit qu'il y aura un mercato quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je vais donner la parole à Tom qui attend pour réagir. Simplement, il y a quand même eu un grand tournant dans cette saison, c'est l'élimination en Europa League. Parce qu'on était sur la pente ascendante à ce moment-là, et le coup d'arrêt face à Arsenal nous a vraiment sapé le moral, faut dire les choses, et il a fallu un petit peu de temps pour retrouver des couleurs. Ça c'est vrai qu'il faut le souligner, ça a été un basculement je pense dans la saison de Gattuso, j'entends parce que Montella je compte pas, mais c'est vrai qu'il y a une marge énorme entre Montella et Gattuso cette saison. On savait que c'était un meneur d'hommes, alors je vais pas dire que c'est Conte bien sûr qui a beaucoup plus d'expérience et de palmarès, ça n'a rien à voir, mais enfin sur le côté, sur sa capacité à galvaniser ses troupes, j'ai jamais eu de doute, il le faisait déjà étant joueur, et surtout c'est quelqu'un qui sait se faire respecter. J'imagine pas une seule seconde un joueur de cette équipe tenir tête à Gattuso dans le vestiaire, je pense qu'il risquerait de s'en prendre une bonne. Tom? Oui, je voulais réagir par rapport à Gattuso. J'avoue que je suis un peu, je dirais pas sceptique parce que le terme est fort par rapport à Gattuso, parce que c'est un jeune entraîneur, parce qu'il doit s'améliorer. Néanmoins, j'ai trouvé quand même que cette année, il y avait aussi, je peux comprendre, en tout cas voilà, les critiques à l'égard de Gattuso autour de ses compétences de coaching, autour des compétences de tactique. J'ai trouvé le Milan par moments désorganisé, par moments ses choix, j'avais du mal à comprendre ce qu'il pouvait faire. Et voilà, après c'est un jeune entraîneur, il peut progresser. Et effectivement, comme tu l'as dit MJ, comme l'a dit Nico, c'est un vrai meneur d'homme. Donc après on va voir, il sera jugé de toute façon sur cette saison. Non, après pourquoi je voulais parler en priorité, c'est par rapport au jeu. C'est plus que les 210 millions. Est-ce qu'on a vu vraiment une réelle amélioration au niveau du jeu par rapport aux années précédentes? C'est là ce qui me pose un problème,
parce qu'on n'a pas vu une seule amélioration. Personnellement, si on n'a pas fait d'émission, tu l'as dit MJ, ben c'est parce que oui, ça se ressemble, mais parce que ça se ressemble pourquoi? Je pense que si ça se ressemblait, mais que c'était des matchs super tous les matchs, on aurait été les premiers à faire toutes les émissions. C'est parce que ça se ressemble dans la médiocrité où on ne progresse pas, où on ne s'amuse pas, on ne prend pas de plaisir à voir les matchs. Alors il y a des contre-exemples, mais de manière générale, en tout cas, on n'a pas pris plaisir cette année, et c'est là le vrai problème. Ce qui me dérange même plus que le classement, parce que le classement, c'est vrai qu'au final, ben, on peut voir que on est peut-être à notre place, mais l'équipe qui est devant nous, la Lazio, comme l'a dit Nico, ben, elle est peut-être devant nous, mais en attendant, elle a produit un jeu qui était vraiment plaisant. Nous, on n'arrive toujours pas à prendre du plaisir à voir ce Milan-là. Après, peut-être que Nico pourra en parler plus en détail parce qu'il va voir les matchs, mais je pense que ça ne devait pas être toujours facile d'aller voir les rencontres du Milan cette année. Et principalement quand c'était Gattuso, mais même sur la fin quand c'était principalement quand c'était Montella, mais même sur la fin quand c'était Gattuso, c'était pas non plus toujours fantastique. Ouais, alors Nico, tu sais que je t'admire beaucoup, hein, parce qu'effectivement, aller voir ces matchs-là, se déplacer, alors c'est moins loin de chez toi évidemment que chez moi, ça c'est sûr, mais il faut quand même y aller. Juste simplement une petite réaction avant qu'on passe au top, quelque chose à dire sur le jeu? Oh, moi je suis d'accord avec vous, hein. Le dernier match que j'avais vu en championnat avant la Juve, j'étais allé à Bologne. Ouais, C'était effrayant, hein. ah, ouais, Franchement, on s'en c'est souvient. même en plus, t'as le Milan et t'as l'équipe en face, t'as les Bologne. Il fallait voir Bologne aussi, hein. C'était quelque chose, hein. Mais du C'était coup, du tu vas grand pour la football. troisième mi-temps, comment ça se passe? Parce que c'est le Milan Club Vaucluse qui organise des soirées, des parties fines dans le coin. Parce que on se pose des questions. Quelle est ta motivation finalement? Supporter, c'est une chose, mais Ben, supporter ça, faut le faire. bah, t'es avec les copains, tu bois deux, trois bières et voilà, tu rigoles. Ouais, c'est ce que je De me toute disais, façon, c'est plus pour ça fait un l'ambiance. bout, ça fait un bout de temps que le résultat devient secondaire. Voilà. Par exemple, pour la Juve, j'avais une phobie, enfin une phobie. J'avais une angoisse avant le début du match, c'était qu'on en prenne 4. Bon, c'était ce qui s'était passé. Mais à part voilà, pour les gros matchs où ça me fait vraiment mal au ventre quand on prend des roustes, franchement, le résultat devient réellement secondaire. Ce qui compte, moi, c'est limite voilà, une bonne ambiance avec les copains, on rigole et que derrière une bonne ambiance dans le stade où on chante et c'est voilà, on rigole bien. Après, si on gagne, c'est tant mieux. Si on perd, bon, bah. Si le match il est sympa, c'est un plus quoi. Mais ça fait 5-6 ans qu'avec le Milan, c'est comme ça. Oui, ça date, oui, effectivement. Oh, la dernière grande saison, je sais même pas, faut remonter peut-être à 2007. Alors vous allez me dire, il y a la Ligue des Champions, c'est facile, mais même les dernières années d'Ancelotti n'étaient pas extraordinaires. Alors c'était pas ce que c'est aujourd'hui, bien sûr, évidemment, puis on avait d'autres joueurs surtout. Mais Mais moi, je vais te bon, il y a le dire, mine titre. de rien, Il y a le titre. il y a déjà une grande différence. Il y a même l'année du titre, déjà après avec Allegri, il y avait quand même quelques joueurs sur le terrain, des fois, qui étaient capables de gestes de grande classe. Bon, il y avait Et mine de Zlatan. rien, des fois, oui, il y avait Zlatan, déjà, ça te sauvait le match. Et même l'année où Milan finit troisième à la dernière journée contre Sienne, c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on peut voir actuellement. Parce Bon, qu'il y alors. avait quand même, des fois, il y avait des buts. Il y avait des buts, il y avait quelque chose Ah, il dans y le avait match. des buts. Bon, bah, on va retenir ça alors. Mais ça commence à dater tout ça. Alors, plus les années passent, plus il est difficile d'extraire trois joueurs à la fois bons et réguliers. Hein, j'insiste sur le régulier de cette équipe. Mais nous avons tâché de faire preuve de créativité. Et voici donc notre top 3 avec Gila. Alors, mon top 3, effectivement, j'ai essayé de faire preuve de créativité. Alors, en troisième position, bon, ce sera discuté, mais c'est normal, je mettrai Çalhanoğlu. Après un début de saison très compliqué, où il était clairement à la rue, où Montella ne faisait pas forcément confiance, où il n'était pas forcément dans les bonnes dispositions, l'arrivée de Gattuso lui a permis de clairement monter en puissance. Il a peu à peu trouvé de la régularité dans le jeu, de par son positionnement. Il a compris qu'il fallait enfin lâcher un peu le ballon, en faire profiter les autres, et une fois ce précepte compris et intégré, bah, il a pu délivrer des prestations intéressantes. Je le mets dans mon top 3 car ces derniers mois étaient plutôt encourageants. Il y a bien évidemment il y a des points négatifs dans son jeu, mais je retiens que c'est avant tout un numéro 10 et que ce n'est pas évident d'évoluer à un poste qui n'est pas forcément le sien. Donc on va dire que cette troisième place est pour moi un encouragement à son bénéfice. Ensuite, en deuxième position, alors j'ai innové en mettant la charnière centrale Romagnoli-Bonucci. J'aurais pu mettre Bonucci en troisième position, mais finalement pour moi, je pense que une deuxième position avec Romagnoli me paraît plus logique, car cette charnière centrale est l'un des points positifs de cette saison.
On se rappelle des saisons précédentes où le Milan pêchait clairement dans l'axe avec les Rami, Mexès et autres. Cette saison, le Milan a une charnière centrale très complémentaire, véritablement solide. Bonucci a certes eu des difficultés en début de saison, mais il a réussi à se reprendre par la suite, notamment après son expulsion face au Genoa qui lui a permis vraiment de se remettre les idées en place. Il a formé du coup avec Romagnoli une charnière centrale très complémentaire, véritablement attrayante. Et Romagnoli a de son côté confirmé tous les espoirs placés en lui, et en tout cas tout le bien qu'on pensait de lui au terme de la saison précédente. Il a véritablement tiré vers le haut cette défense, ce qui est une très bonne chose, car en début de saison on pouvait peut-être légitimement discuter de sa mise en ballottage avec Moustachio. Mais certains voyaient Romagnoli remplaçant d'ailleurs, je le rappelle. Oui, moi je partais pas du principe qu'il était remplaçant, je pensais peut-être éventuellement à un turnover régulier avec Moustachio, qui n'a finalement même pas eu lieu car l'Argentin a très peu joué cette saison, ce qui prouve que Romagnoli s'est révélé indispensable. Donc voilà, pour moi, top 2 Romagnoli-Bonucci. Et pour clôturer mon top 3, je mettrai Coutron. Coutron parce que c'est la surprise de cette saison. Personne ne s'attendait à le voir éclore. Il nous a véritablement fait plaisir, et au final il s'est révélé être le meilleur avant-centre de notre effectif, alors qu'il avait quand même dans les pattes Kalinic et André Silva arrivés tous deux cet été pour une bonne 60aine de millions d'euros. Donc voilà, la pression pouvait peser sur Coutron, mais qui au final s'en est assez bien défait. Il a vraiment joué avec une forme d'aplomb assez exceptionnelle pour un jeune de son âge, surtout un poste très très compliqué au Milan, celui d'avant-centre. Donc il a eu un petit coup de mou à un moment donné dans une période de la saison, mais c'est totalement logique au vu de son jeune âge et de ses débuts. Mais je retiens en tout cas que c'est un attaquant qui marque et qui s'est véritablement bien intégré au sein du 11. Et au final, il s'est révélé être le principal attaquant de ce Milan. Et au final, sa place n'est même plus discutée pour la saison à venir. Il repart, il a de grandes chances de repartir au sein de ses effectifs, et pourquoi pas retrouver une place de titulaire en attendant, bien sûr. Ce serait la moindre des choses. Ce serait la moindre des choses. Après, il faut quand même faire attention à ne pas totalement entre guillemets le cramer, à en tout cas l'aider à progresser. Et je pense que l'arrivée d'un attaquant expérimenté, on pense par exemple à Falcao, serait une bonne chose pour Coutron. Ça nous permettrait vraiment d'instaurer un turnover bénéfique pour les deux joueurs, contrairement à l'arrivée d'un jeune attaquant qui pourrait par contre se révéler négatif pour Coutron, qui verrait son temps de jeu réduit. En tout cas, je me projette, mais en tout cas pour la saison qui vient de se clore, c'est un bilan très positif pour lui, et du coup ça justifie sa première position au sein de ce top 3. Et tu fais bien de dire que le poste d'attaquant au Milan AC n'est pas très facile à mener, parce que avec les persos qui évoluent autour de lui, franchement, les gens qui jouent de la tête dans le guidon, qui n'arrivent pas à lever la tête, c'est quand même très compliqué d'avoir des ballons exploitables. Ils n'en ont pas beaucoup, et Coutron est vendange peu. Juste un petit point sur Çalhanoğlu, tu avais dit que ce serait critiqué. Pas forcément, parce que c'est vrai qu'il a très bien fini. Les deux seules réserves qu'on pourrait émettre, c'est qu'il a joué 2 mois, parce qu'avant c'était minable, et que c'est vrai, parce qu'on juge l'année, on juge pas les 2 derniers mois, et surtout qu'il a rarement été bon contre les grosses équipes. C'est-à-dire que souvent j'ai vu Çalhanoğlu, moi, être plutôt bon effectivement, mais contre les petits. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, s'il reste d'abord durablement, et si jamais on retourne en Ligue des Champions. Nico. Alors mon top 3, j'ai longtemps hésité. Flop ou top? On est au top là. Ah les top, top. Là. Mais je sais que tu vas venir au flop tout de suite, c'est ta signature ça. C'est plus tentant, ouais. Non, on essaye de trouver des points. Oh bah non, il finit quand même avec Coutron, et tu vas pas me dire que c'est un flop. Allez Nico. Non, alors top 3. J'ai décidé en 3 de mettre... Il a du mal. Et non, parce que je sais qui je mets en première place. En troisième, je vais mettre Ricardo Rodriguez. Parce que même si j'en attendais plus, c'est ce que je disais lors des dernières émissions qu'on avait pu faire, ça a été le plus régulier. Ça veut dire qu'il a jamais été nul. Il a jamais été nul, alors même si on attendait mieux, il était au minimum correct. Et lui, il a été du mois de septembre jusqu'à mai comme ça. Donc c'est une valeur sûre de cet effectif à ce niveau-là. Donc je vais mettre Ricardo Rodriguez à la 3e place. En numéro 2,
Lucas Biglia, car à part, il a bien commencé, après il s'est complètement écroulé physiquement, mais quand il est revenu au mois de janvier avec Gattuso, on a vu un autre joueur, on a vu le Lucas Biglia que on connaît quand on a vu jouer avec la Lazio ou même la sélection argentine, parce que c'est quand même une pièce maîtresse quand même de la sélection argentine, et je pense qu'à la Coupe du Monde il va être titulaire, et pas seulement parce que c'est un très bon copain à Messi. Mais quoi qu'il arrive, il a dicté le tempo, et moi par rapport à l'ancien gars qui était là avant à sa place et qu'on annonce au Werder de Brême, ça fait vraiment du bien de voir un joueur qui joue vers l'avant, qui est propre, qui se cache pas et qui essaye vraiment d'être à la première passe. Maintenant, et on a même vu à la fin quand il s'est blessé, je sais plus dans quel match, quand il a eu un problème aux vertèbres, cause d'un coup de genou, qu'il a énormément manqué contre l'Atalanta Bergame, où il était sorti sur blessure, et les matchs juste avant, et qu'il a énormément manqué aussi dans la finale de Coupe d'Italie contre la Juve. Donc voilà, et j'espère que cette année, pour l'année prochaine, alors, je crois qu'il a 32 ou 33 ans, mais j'espère qu'on va pouvoir le voir sur toute une saison à son niveau. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme ça où je me dis que quand même l'année prochaine ne peut pas être pire que cette année. Et première place, Romagnoli, car je pense que Gila a tout dit, ça a été vraiment le patron et de la défense. J'avoue que je l'attendais pas à ce niveau-là. C'est la première année qu'il nous fait vraiment une saison complète, qu'il a pas de chute, et même physiquement, parce qu'en général il se blessait tout le temps 2 mois dans l'année, où il prenait des cartons rouges. Là on n'a ni eu carton rouge ni blessure, à part sur la toute fin de saison, où il a raté 3 matchs. Mais ça a été le patron de la défense, même quand Leonardo Bonucci au début n'y était pas, c'était lui qui tenait la baraque. Et voilà, donc très content aussi de son renouvellement qui a eu lieu il y a une semaine de ça, donc il va rester avec nous, et le Milan compte sur lui, donc c'est très important. Bien, alors c'est au tour de Tom. Alors, mon top 3, j'ai pareil hésité longuement sur le numéro 3, parce que j'aurais pu, je pense, citer un peu tout le monde. Parce qu'effectivement, j'aurais pu citer Rodriguez, j'aurais pu citer Biglia, j'aurais pu citer Çalhanoğlu, j'aurais aussi pu citer Calabria, qui a fait une bonne deuxième partie de saison. Mais sur la globalité de la saison, je pense que le troisième, en tout cas meilleur joueur du Milan, c'était Bonucci. Il a très mal démarré. Pas aidé, je pense, par l'incohérence tactique de Montella, un coup 4-3-3, un coup 3-5-2, un coup patati, un coup patata. Ça n'a pas dû l'aider. Puis en plus de ça, je pense qu'il était assez aise à la Juve, et donc il a dû s'adapter avec une équipe qui n'est pas du niveau de la Juve, hein, faut être honnête. Mais à partir du moment où Gattuso est arrivé, même si c'était pareil un peu compliqué au début, j'ai trouvé le Bonucci, le vrai Bonucci, celui qu'on avait vu les dernières années, celui qu'on voit en sélection, le vrai Bonucci qui était considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde, parce que je crois que Nico dans l'émission de pré-saison le ciblait dans les 3 meilleurs au monde. Ah oui, c'était Ramos et lui, hein. Voilà, on a retrouvé le vrai Bonucci sur la deuxième partie de saison, et bien aidé par son compère, mais j'y reviens tout à l'heure. En top 2, Coutronnet. Grosse surprise, même pour moi qui le suis depuis longtemps. Je savais que c'était un vrai buteur, c'était un mec hyper efficace devant les buts, ça je le savais. Ses stats parlent d'elles-mêmes, hein. Il était, je crois, il est notre meilleur buteur de centre de formation, je crois, depuis X années. Mais il a épuré son jeu, il est devenu un peu plus complet. Il a encore certaines lacunes, techniquement il est encore un peu frustre, mais il progresse. C'est un jeune Vieri l'était aussi. Ouais, mais il progresse. Je trouve que par rapport à ce qu'il faisait en jeune, il progresse vraiment. Il est capable de rendre des ballons proprement, il est capable de faire des passes, il joue simple. Il sait que c'est pas un mec qui va être capable de dribbler 3 défenseurs, il le sait, il a conscience de ses qualités, de ses défauts. Et il joue de ça et il progresse. Et dans le placement, bon, ça, il est toujours aussi excellent. Et vraiment, grosse surprise. Et je pense, comme Gila pour l'année prochaine, un buteur expérimenté. En plus, si c'est Falcao, on sait qu'il sera absent à 10 matchs, voire 15 dans l'année. Bah, ça peut être pas mal pour Coutronnet. Donc une bonne rotation entre les deux, ça peut être sympa. Et parce que vraiment, Coutronnet, je pense qu'il faut miser sur lui dans l'avenir. Et en top 1, je pense qu'il n'y aura pas de... Ah oui. Mais il est tellement évident, MJ, que c'est vrai qu'on n'a pas trop besoin de faire des tonnes dessus, mais ça va être Romagnoli. De très loin, le meilleur joueur de cette année, le seul à avoir été excellent de septembre à mai.
J'ai eu quelques micro-frayeurs quand j'ai vu les rumeurs de son départ, même si en étant rationnel, c'était peu jouable. Pour l'OM, c'est ça? Oui, ouais, surtout. Donc, c'est un joueur, par contre, et c'est là où je veux aussi venir dans les perspectives, par contre, c'est un joueur qu'on aura vraiment du mal à conserver dans les années à venir si on n'arrive pas à aller en Ligue des Champions, parce que c'est un joueur qui, s'il continue cette progression-là, va devenir trop grand pour ce Milan-là. Parce que si on n'arrive pas à atteindre la Ligue des Champions, Romagnoli il va vouloir, et c'est légitime par rapport à son niveau, vouloir se confronter à la grosse compétition européenne, même si effectivement j'ai accueilli cette prolongation avec une grande satisfaction, parce que c'était de très loin notre meilleur joueur, et j'espère qu'il formera aussi avec Bonucci la charnière de la future Italie. Ça c'est sûr. Je sais plus. Cutrone a renouvelé aussi, hein. Il est en train, je crois. Il est en train, d'accord, c'est en Il est cours. en train 2022-23, ou je sais plus, mais il est en train. Bon, c'est bien tout ça. Alors effectivement, moi numéro 3, vous l'avez pas cité, enfin Tom l'a cité parmi les potentiels, mais j'ai choisi Calabria qui a profité quand même de la blessure de Conti pour s'imposer. Il partait pas du tout titulaire cette saison, Calabria, donc c'est une vraie surprise. Alors il a pas toujours été brillant, bien sûr, hein. Il a pris l'eau notamment en première partie de saison, je sais plus si c'est à Naples ou à la Lazio, j'ai oublié. Lazio. À la Lazio, Un peu, voilà. un peu des deux. il fallait que la flèche de Dico effectivement s'enfonce profondément dans le buste de Calabria. Non mais sérieusement, il a quand même fait beaucoup plus de bons, voire de très bons matchs que de mauvais, et il a su surtout rebondir mentalement et parfois impressionner à la fois devant et derrière. Donc il a tous mes encouragements et j'espère qu'il jouera encore quand Conti reviendra. Alors je sais pas si les deux peuvent jouer ensemble sur le même côté, mais sinon moi je suis pas aussi fan de Rodriguez que certains. J'aurais aucun problème à mettre Calabria à gauche. Alors je sais que bon, c'est parfois malvenu de mettre un droitier à gauche, etc. Maldini l'a bien fait après tout. Bon, faudrait voir, hein, mais ce qui est sûr, c'est que je trouve dommage que Calabria retourne sur le banc. Vu ce qu'il a montré cette année, je crois qu'il est en pleine progression, en pleine ascension, il faut l'encourager. Numéro 2, bah évidemment Cutrone, hein, la belle surprise de l'année. 3 fois titulaire en début de saison, 2 fois buteur, puis injustement exclu de l'équipe type par Montella au profit des 2 peintres de luxe. Heureusement, Gattuso a corrigé le tir et il finit malgré tous ses fardeaux, malgré toutes les pierres qu'on a mis dans son sac à dos. Il finit la saison à 10 buts, donc bravo à lui. Il est, Nico pourra confirmer, le chouchou des supporters, hein, pas seulement d'ailleurs pour son sens du but, mais aussi beaucoup pour son activité, son tempérament, sa motivation, son travail de sape, dont devraient s'inspirer beaucoup de titulaires milanais. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il sera de nouveau titulaire l'an prochain, avec d'ailleurs avec ou sans deuxième pointe, hein. Moi je veux que Cutrone soit titulaire indiscutable. Je demeure convaincu d'ailleurs que si Montella l'avait titularisé plus de 3 fois, il aurait fini la saison à 15 buts, et je vais même plus loin, avec des vrais passeurs plus collectifs, il peut s'approcher à mon avis des 20 buts sans problème, vu son sens de la finition. Les avant-centres qui marquent des buts au Milan, on n'a pas vu ça depuis longtemps, hein. Je rappelle qu'on a enchaîné quand même les avant-centres qui marquaient une fois une fois tous les 10 matchs, ou qui avait besoin de 15 occasions pour marquer. Cutrone, et c'est pas ça, il a très peu vendangé, donc vraiment plus qu'encouragement, compliment, voire félicitations pour cette saison. Et numéro 1, vous avez tout dit, Romagnoli, incontestablement le meilleur joueur de l'équipe, probablement d'ailleurs le meilleur défenseur italien en activité. Il est à la fois esthète, efficace, il rappelle Nesta, hein, je l'ai dit plusieurs fois, il a tout pour lui. Et si Bonucci retrouve son niveau, ce qui semble être le cas, ça peut faire, je dis bien, la meilleure charnière du monde. Je vais loin, mais je l'assume. Alors évidemment, c'est pas Nesta Maldini, mais bon, personne n'est Nesta Maldini, hein. Mais potentiellement, à l'heure actuelle, je vois pas mieux. Je pense pas qu'il y ait un club européen qui puisse présenter un potentiel comme ça au niveau de la charnière centrale. C'est très rare aujourd'hui, les grandes charnières centrales. On en a une, profitons-en le plus longtemps possible. Et maintenant on passe au flop. Là c'est plus facile évidemment. Gila, c'est à toi. Alors, après moult hésitations, en flop 3, donc troisième position, je mets Donnarumma. Donc, comme l'a dit Nico précédemment, Donnarumma, c'est pourri sa saison grâce à son agent, donc il en est seul responsable, ce qui est d'ailleurs dommage. Au final, il a traîné tous les points négatifs qu'il a accumulés durant l'été suite à la négociation à son renouvellement de contrat. Bon, moi je pensais que renouvellement de contrat acté, la situation se calmerait un peu. Finalement, pas vraiment, vu que son agent était toujours pas très loin pour balancer quelques pics contre le club. Et puis surtout, le joueur n'a pas, sur le plan sportif, n'a pas véritablement justifié
justifier son statut de gardien, d'un des gardiens les mieux payés du monde, car les carences qu'on pouvait éventuellement lui pardonner les années précédentes au regard de son âge, bah désormais on n'est plus en mesure de les lui pardonner au vu de ses émoluments, de son nouveau statut, de son statut pas de leader, je dirais pas de leader, mais en tout cas de joueur clé du Milan. On sent Malheureusement, l'avocat, hein, Gila, parce que les émoluments, je sais pas si t'as vu les trois frères, les émoluments compensatoires, l'histoire du jus de fruits, les tatatum temporis, oh non ça j'aime pas, enfin c'est les auditeurs qui ont vu les trois frères comprendront, mais c'est non mais c'est savoureux, je te laisse continuer. Effectivement, c'est un peu déteint. Donc du coup, bah, effectivement, ce qu'on pouvait lui pardonner les années précédentes, on ne lui a plus pardonné, on ne pouvait pas lui pardonner cette année. Il n'a pas corrigé les manques qu'on avait constatés lors des saisons précédentes, par exemple ses relances. J'ai pas le souvenir honnêtement d'avoir vu une véritable progression à ce niveau-là. Nico et Tom confirmeront la chose ou m'infirmeront. Puis il s'est montré quand même beaucoup plus fébrile que les années précédentes. Les années précédentes, on peut citer des arrêts décisifs, en tout cas des matchs où il a véritablement apporté quelque chose, mais cette année on les compte quand même sur les doigts d'une main. De mémoire, j'ai en fin de saison le match contre le Napoli, où il s'impose face à Milik et évite au Napoli de s'imposer. Pour le reste, on retient surtout ses boulettes, et en fin de saison, il les a quand même pas mal cumulées et avec des conséquences assez certaines. On pense déjà à la finale de la Coupe d'Italie totalement ratée, où il a du savon dans les mains, où il lâche pitoyablement le ballon. Il y a aussi la rencontre face à l'Atalanta, où en fin de rencontre, là encore, il commet une faute de main et en laissant l'Atalanta du coup revenir au score, alors que si le score était resté là, le Milan aurait pu directement se qualifier pour l'Europa League, en tout cas assurer sa 6e place. Donc malheureusement, et effectivement le match contre Arsenal comme l'indique Tom. Donc voilà, franchement, il a clairement manqué sa saison, et ce qui est fortement dommageable. On n'en sait d'ailleurs pas davantage sur son avenir. S'il venait à partir, je ne le regretterais pas. Ça permettrait au Milan de recouvrer pas mal de sommes. Mais malheureusement, je vais revenir sur Perrine. On a quand même loupé le coche. L'an passé, on aurait quand même pu, je pense, laisser Donnarumma filer, prendre Perrine et véritablement s'inscrire dans l'avenir. Au final, on a fait ce renouvellement de contrat, et la situation demeure tout autant incertaine concernant Donnarumma. Donc, on se retrouve avec Reina, qui pourra tout au plus jouer 2 saisons en tant que titulaire, mais voilà, malheureusement, saison négative pour Donnarumma et un avenir assez incertain le concernant. Et alors numéro 2? En numéro 2, effectivement, j'étais emporté par mon... non mais c'est ta tristesse et ton amertume, je sais bien. Ouais. Donc du coup, en numéro 2, effectivement, je mets Kessié. Kessié, bon, qui effectivement a été le joueur le plus utilisé de la saison. Des statistiques pas forcément dégueulasses dans l'absolu, car il a quand même délivré pas mal de passes décisives, quelques buts, mais le contenu n'y est pas malheureusement. Effectivement, du point de vue physique, c'est un joueur très endurant qui n'a jamais été mis en difficulté, mais malheureusement, balle au pied, ce n'est pas ça du tout. Il nous a clairement agacé cette saison dans le jeu collectif, car au final, effectivement, il se projette pas mal vers l'avant, mais si c'est pour se projeter dans l'avant et faire des passes dans les pieds de l'adversaire, ça n'a pas grand intérêt. Je compte également toutes ces frappes à distance manquées. Bon, effectivement, il a des initiatives, c'est bien, mais c'est clairement insuffisant. En tout cas, je n'ai pas compris l'engouement qu'avaient certains vis-à-vis de ce joueur. Effectivement, il est jeune, on peut mettre ça à sa décharge, il peut progresser, mais je n'ai pas vu un joueur particulièrement décisif. En tout cas, j'ai pas eu l'impression que le milieu a véritablement progressé. Effectivement, Biglia a apporté quelque chose, mais Kessié, quant à lui, j'ai du mal en tout cas à voir l'impact dans le jeu, en tout cas qu'il a pu apporter, outre l'impact physique. Enfin, en première position, je mets Kalinic. Quelle surprise! Quelle surprise, effectivement. Bon, pour être honnête, je n'attendais pas forcément beaucoup de choses de ce joueur. Il avait des stats modestes à la Fiorentina, mais Montella a incité pour le recruter. Bon, apparemment, pour lui, il s'intégrait bien dans son 11. C'est un joueur fonctionnel d'après lui. Malheureusement, le joueur fonctionnel, on l'a pas trop vu cette saison. Il a un total de 6 buts, il me semble, donc ce qui est très peu pour un attaquant quand même recruté pour 25 millions d'euros. Et surtout, il faudrait compter sur le combien d'occasions, parce que c'est ça Combien le truc, c'est que d'occasions, lui, il a beaucoup vendangé, lui.
Il a beaucoup vendangé. Après, dans l'absolu, ce n'est pas un joueur qui est véritablement dégueulasse sur le plan technique. Il est pas mauvais, mais il a clairement manqué de réussite. En tout cas, il a pêché devant le but et malheureusement 6 buts sur une saison où il a quand même pas mal joué, c'est clairement insuffisant. Puis voilà, il devait s'inscrire comme étant l'attaquant titulaire avec Silva et Coutron à ses côtés. Il a totalement failli à sa tâche, ce qui justifiait totalement pour moi cette première place. Eh bien, on passe à Nico. Alors pour la troisième place, j'arrive pas à me décider entre André Silva et Kalinic. André Silva pour la simple et bonne raison que je l'avais jamais vu jouer un match avant son arrivée, mais qui était considéré comme soi-disant l'héritier de Cristiano Ronaldo. Donc, et vu le prix du transfert, ben, tu t'attends à quelque chose d'incroyable et au final, ben, ça fait patatras quoi à la fin de la saison. Gattuso et Montella ont eu le même avis sur ce joueur qui était qu'apparemment assez fainéant. Apparemment beaucoup de mal aussi à se faire à une nouvelle culture, c'est ce qu'a dit le joueur. Bon, lui, si tout va bien, c'est terminé pour cet été. Il y aurait des clubs anglais ou Monaco qui seraient prêts donc à l'accueillir. Et en plus, Milan perdrait très très peu d'argent, ce qui serait incroyable. On va espérer, on va croiser les doigts qu'il va faire une super Coupe du Monde avec le Portugal pour qu'il parte pour un bon paquet d'argent. Et sinon, Kalinic, moi j'avoue que j'ai été très surpris, je m'attendais pas à ça. Je sais pas, le joueur n'est pas encore sûr de partir, il n'en a pas spécialement envie. Ah merde. Pour l'instant, il a refusé de discuter. Il est bien au Milan. Ah bah dis donc. Il attend. Ah mais il y a des équipes qui vont arriver là, non? Mais on verra ce qui se passera au Milan en termes de recrutement. À la fin de la saison, les quelques derniers matchs, il a été différent. On a revu quand même un peu plus le Kalinic de la Fiorentina. C'est un joueur qui a été en pleine crise de confiance. Il faut pas non plus l'oublier. Pour un attaquant, c'est terrible. Carlos Bacca a planté quasiment 20 buts cette année. L'année dernière, faut se rappeler le joueur que c'était. Et pour un attaquant, quand tu as un manque de confiance, c'est terrible. C'est pour ça que je ne vais pas l'enterrer. Je sais pas s'il va rester. S'il part, bah, c'est pas bien grave, parce qu'il aura pas montré grand-chose. S'il reste, je pense pas qu'il refera la même saison. J'arrive pas à croire que ce joueur-là, avec ce qu'il a montré à la Fiorentina par le passé, puisse faire la même saison. C'était, entre guillemets, une valeur sûre de ce championnat. C'est pas un top joueur. On parle pas d'un Sergio Agüero en termes de buts dans la cage. Mais on n'est pas non plus sur la pipe qu'on a vu pendant cette année, quoi. Donc voilà, j'étais assez déçu de lui parce que j'attendais plus. En numéro 2, Suso. Alors je l'avais mis dans mon top 3 demi-saison à la 3e place parce que je trouvais, bon, après la première partie de saison avait été cataclysmique du Milan, mais je trouvais que lui, par quelques buts et quelques passes, avait su se mettre en valeur. Mais cette deuxième partie de saison, l'Espagnol m'est sorti des yeux, mais à un niveau que j'en pouvais plus de le voir sur le terrain, parce que il a eu le même problème que Çalhanoğlu, c'est-à-dire qu'après lui c'était pour la deuxième partie de saison, il a plus passé un ballon. Je sais pas s'il pense à son futur transfert à l'Atlético, pourtant il a dit que lui il était bien au Milan et qu'il partirait si seulement le Milan lui demande de partir. Mais enfin on a vu tout le mauvais de Suso. Ce sera jamais un grand joueur, ça c'est enfin un très grand. Je pense que on a même vu déjà le meilleur de ce joueur-là. Je pense pas qu'on pourra en tirer plus. Alors je dis pas ça parce qu'il a fait 6 mois franchement très 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 moyen où il a délivré très peu de passes et je crois qu'il a mis que 2-3 buts sur la seconde partie de saison. Mais je pense que s'il y a un joueur peut-être à laisser partir, si c'est pour recruter quelqu'un d'autre, je pense que c'est peut-être le moment pour 30 ou 40 millions parce que c'est la clause qu'a Suso, c'est peut-être le moment de le laisser partir. Voilà, c'est un joueur qu'on a toujours vu, qu'on n'arrive pas à avoir une saison complète quand même. Il y a des moments où il est vraiment dans le trou, et des fois ça peut durer 2-3 mois, quoi. Et donc voilà, et pour la première place, bah moi je mets Donnarumma. C'est un joueur qui m'a autant enthousiasmé l'année dernière qu'aujourd'hui. Cette année, il m'a déçu. Et l'année d'avant, il a fait quand même 2 très bonnes années. Hein. Mais l'année dernière avait été incroyable, parce que si le Milan avait fini 6e l'année dernière, il en était en grande partie responsable. Mais là, c'est vraiment la déception, mais à tout niveau, que ce soit le personnage, ce qu'on a pu voir de la personne, et que ce soit en termes de niveau de jeu, c'est là où je me dis à chaque fois, il faut que je prenne du recul, parce que faut arrêter de dire c'est le nouveau ci, c'est le nouveau ça. Il a que 19 ans. Et avant de dire que c'est le nouveau Buffon ou quelque chose comme ça, Buffon, pour avoir ce statut qu'il a eu, c'est des années à l'excellence, à jouer la Ligue des Champions, à jouer ne serait-ce qu'une grande compétition comme la Coupe du Monde. Ce joueur-là, pour l'instant, à part un 8e de finale d'Europa League où il s'est vautré
et une finale de Coupe d'Italie où il s'est vautré, n'a strictement rien montré, à part au niveau national. Donc va falloir aussi se calmer. Il a eu un salaire où aujourd'hui, il faut savoir qu'en tant que gardien de but, il n'y a que Neuer et De Gea qui touchent plus quand même que Donnarumma, et qui ont montré autre chose et qui jouent dans d'autres clubs, qui ont un autre niveau d'exigence. Il s'est bousillé tout seul sa saison, avec comme l'a dit Gila, en voulant renégocier son salaire. Quand il a eu ce qu'il a voulu, ça veut dire son frère, et son augmentation de salaire à un prix énorme, il a refait le même cinéma au mois de janvier, il a même pas attendu la fin de la saison, il a refoutu le bordel dans le vestiaire. Sékou Touré est énormément apprécié et le chouchou des supporters. Je peux vous dire que Donnarumma est le joueur avec Kalinic le plus conspué dans les tribunes. Et la différence, c'est que Kalinic est conspué par ses performances, mais Donnarumma, plus que par ses performances, c'est pour son attitude qu'il a eu vis-à-vis du club et vis-à-vis des supporters. L'année dernière, quand on avait annoncé que Donnarumma n'allait pas prolonger, j'étais très déçu parce que je me disais c'est dommage que il n'arrive pas à trouver un accord avec le Milan. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, il aurait dû. C'est avec le recul, donc avec une année de recul, qu'il aurait dû partir parce que, comme l'a dit Gila, le transfert de Perrine était bouclé si Donnarumma partait pour une somme de 12 millions. Et à ce moment-là, Perrine revenait d'une oui, parce que Perrine revenait des ligaments, il s'était fait les ligaments. Ouais, c'était la deuxième fois, il venait de se faire le deuxième genou. Donc il y avait une incertitude sur le fait que est-ce qu'il pouvait retrouver son niveau. Et j'avoue que même moi, j'avais cette incertitude concernant Perrine, c'est un joueur en Italie, au Genoa, qui brille par sa performance, mais qui malheureusement est au Genoa, qui joue le maintien, donc il est pour un gardien, est-ce que c'est pas très honorable justement de briller dans un club qui est aux abois, quoi? Bien sûr, et aussi c'est parce que tu as beaucoup plus d'occasions de te mettre en évidence. C'est ça, ouais. Donc quand t'as Donnarumma, tu te dis Donnarumma, Perrine, t'en as un qui est au club, qui sort du centre de formation, qui dit qu'il aime le Milan, donc tu te dis Donnarumma, autant qu'il prolonge. Perrine, c'est pas grave, mais quand tu vois, je dis que Perrine part à la Juve et pour 15 millions, ça s'est fait hier ou avant-hier. Et que nous, on a Donnarumma, qu'on sait pas du tout ce qui va se passer, que les supporters n'en veulent plus. Parce que la situation est dramatique, les supporters font la guerre à Raiola. Raiola ayant Donnarumma fout le bordel avec les supporters, avec le club. La situation peut pas s'améliorer. Milan demande 70 millions. Il y a personne aujourd'hui qui mettra 70 millions après la saison de Donnarumma, parce que comme l'a dit Gila, les boulettes contre la Juve, quand tu gagnes 6 millions net par an et tu demandes 70 millions, c'est pas possible en finale. C'est pas possible de faire ce qu'il a fait contre Arsenal, où pareil, il s'est vautré, qu'il a réglé les derniers espoirs quand il a encore les mains savonneuses contre l'Atalanta à la dernière minute. Enfin, il a fait une saison très très moyenne. Je pense que c'est mentalement qu'il a flanché. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu entre le niveau de Donnarumma qu'on a vu les 2 années auparavant et cette année-là. Mais voilà, je l'ai mis en top 1 de mon flop parce que vu le salaire qu'il avait, il a un salaire de cadre. Donc et de taulier comme un Bonucci, malheureusement, même s'ils n'ont pas le même âge, mais il devait être à ce niveau-là et il ne l'a pas eu. On en parlait quand même à l'époque d'en faire notre futur capitaine, hein, oui, bien sûr. Donc voilà. J'en faisais partie, j'assume, mais c'est vrai. Moi aussi, c'est pour ça que je le mets au top 1 parce que ses performances, j'arrive à me souvenir que d'un seul arrêt dans la saison, c'est à la dernière seconde contre le Napoli où il nous fait gagner un point sur une belle parade une parade magnifique sur Milic. Mais à part ça, j'ai pas un match de Donnarumma où je peux dire il nous a impressionné, alors que les 2 dernières années, on pouvait en citer des nombres, de dire Donnarumma contre telle équipe, contre la Juve, contre la fois on gagne la Super Coupe d'Italie. Là, on n'est pas capable de pouvoir citer 2-3 super matchs de Donnarumma. Il y a eu l'attitude qui a été néfaste, il y a eu ses prestations, donc pour moi, il mérite amplement sa place de numéro 1. Et ce qui est désolant, c'est que je pense qu'il va pas partir, parce que je pense pas que le Milan va le brader à 30 millions. Vu qu'il a quand même signé pour 4-5 ans, je pense que Milan va prendre le truc de le refaire faire une année au cas où, si une offre n'arrive pas conséquence, pour qu'il refasse une meilleure saison et dans ce cas-là qu'il puisse partir, même au cas au mois de janvier, parce que maintenant avec les nouvelles lois en Ligue des Champions, même si un joueur il a joué l'Europe, il pourra quand même jouer dans l'autre équipe. Donc je pense qu'à mon avis, j'espère, de toute façon il y a un seul club qui est capable de mettre cet argent-là, c'est le PSG sur Donnarumma. Quand on voit les autres clubs, les gardiens qu'ils ont, et je crois que le PSG apparemment est sur Buffon, donc ça va être compliqué pour Donnarumma. Alors je veux juste rappeler sur Donnarumma qu'il avait déjà été mauvais l'été dernier avec les U21, juste après les frasques avec Raiola là, il avait déjà montré il avait déjà réalisé des contre-performances avec les espoirs avant même le début de saison. La seule question que je me pose finalement, c'est comment les choses se seraient-elles passées s'il avait eu un autre agent. Parce que je me demande si Donnarumma n'est pas juste un mec jeune et influençable. Je le dédouane pas, attention que je sois clair, il a sa responsabilité, mais je me demande si le grand vautour, le grand Manitou
qui tire les ficelles de Donnarumma, c'est pas juste l'avocat véreux, je sais pas si l'avocat d'ailleurs, enfin l'agent véreux, à savoir Raiola. Tom, tu vas me donner ton flop, mais c'est vrai que Nico là nous parle, je suis obligé de te tendre un peu la perche. Puisqu'on débat depuis quelques jours, toi et moi, Nico nous parle du débat d'André Silva, enfin du départ possible, vraisemblable d'André Silva pour une somme quasi équivalente à celle qu'on a déboursée, et puis du départ possible également, qu'on a déjà évoqué toi et moi, de Souzo pour une somme à peu près équivalente. Avec ça, on peut pas recruter Chiesa et un milieu par hasard? Le problème, déjà, Souzo, la main n'est pas à Milan. C'est comme on en a déjà parlé, c'est la clause libératoire. Le Milan ne lâchera pas pour moins que sa clause, qui n'est pas ouf, hein, à 38 millions, un club peut se la payer. Hein. Il a encore, contrairement à Donnarumma, une bonne cote. Wolverhampton peut l'acheter, par exemple. Hein, un ouais, club anglais, des clubs facilement. anglais, pour eux, 38 millions, c'est rien. Un club espagnol, il a encore une bonne cote. Contrairement à Donnarumma, où ses mauvaises prestations ont été plus visibles, le niveau moyen, pour être gentil, de Souzo sur la deuxième partie est passé un peu à l'as. Donc, il y a moyen. Mais après, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a peut-être l'Atlético Madrid, il y avait peut-être le Napoli, mais pour l'instant, c'est des bruits de couloir, il n'y a rien de concret. Et André Silva, par contre, oui, effectivement, là, il y a beaucoup plus de bruit. Mais vu que Kalinic, je ne pense pas qu'il continuera avec le Milan, il faudra donc recruter aussi un buteur. Donc la vente, en tout cas, de nos deux buteurs, et j'y reviens tout à l'heure, va forcément... Ah, mais Bakar revient. Oui, lui aussi partira, mais lui, par contre, on va avoir du mal à le faire partir pour une bonne somme. Mais bref. Donc oui, on pourrait recruter des joueurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais bien sûr, c'était juste parce que je voulais pas oublier. On a un budget un peu serré, ça va être compliqué. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Allez, le flop. Avant de parler d'un flop 3, je vais quand même parler d'un flop d'honneur pour Monsieur Montella, parce que personne n'en parle. Alors pourtant, il vous a quand même. Pas dans le flop, mais on l'a fait en première partie. Bien agacé. Et plus que les résultats, moi, c'est l'attitude. Voir sa magnifique dentition après on dit denture, hein, on dit denture. Dentition, c'est la formation. Non, mais non. Vas-y. Et il le faisait pareil. Il a fait pareil à Séville. Hein. Je pense que Séville, ils ont mis un mois avant de se rendre compte que c'était une arnaque. Hein. Il tirait la gueule après avoir gagné contre le Manchester United dans l'ultime de finale. Il tirait la gueule. Il montrait les photos que quand il prenait des roustes, il souriait en conférence d'après-match et il tirait la gueule quand il avait éliminé Manchester United. Il a fait le grand chelem parce que se faire virer de deux clubs la même année, faut le faire. En une même saison, ouais. Je crois qu'il y en a très peu qui l'ont fait, donc vraiment très fort. Et heureusement, donc Gattuso a redressé un peu la barre parce que effectivement, Montella nous a quand même mis bien dans la panade. Mais enfin, je l'ai pas mis dans les flops, ce ne sera qu'un flop d'honneur. En numéro 3, Kessié. Et il est jeune, ok, il peut progresser, pas de souci. Néanmoins, on nous a vendu comme le nouveau Michael Essien, et j'ai quand même vu plus souvent le nouveau Souley Muntari que le Michael Essien cette année. Ouais. Déjà, j'ai du mal à être mesuré avec lui parce qu'il m'a énervé comme rarement un joueur m'a énervé. Parce qu'il était capable de faire des bonnes choses, parce que physiquement, il en impose, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'après, il n'est pas foutu de faire une passe à 1 mètre. Alors, est-ce que c'est un joueur qui mérite pour l'instant d'être sur le banc et de rentrer en cours de match? Parce qu'effectivement, je pense que son impact physique peut être pertinent lorsqu'il rentre en cours de match. Mais en attendant, en tant que titulaire, je pense que dans notre 11 de départ, c'est limite le plus mauvais. Donc, et c'est peut-être le poste, en tout cas, en priorité à renforcer, parce que c'est le joueur qui m'a le moins convaincu cette année. En partant du principe que Coutronnet titulaire et pas Kalinic ou Silva, évidemment. Tu regrettes pas Benassi? Oui, je regrette Benassi. J'en venais même des fois à regretter Kouchka tellement Kessié m'énervait, donc c'est dire. Hein. Je pouvais même regretter Poli, si tu veux. Donc là, Benassi, c'était 15 millions, hein, le transfert, non? Même pas 10, je crois. 10 millions. Non, Benassi, c'était rien. Eh ben. Non, Benassi, c'était une erreur. Hein. Ça, on en a déjà parlé en off ou sur le forum. Benassi est une erreur parce qu'effectivement, on aurait pu le récupérer pour 3 fois rien. Mais enfin bon. En numéro 2, je vais pas m'éterniser. Ça va être Donnarumma. Grosse déception. Outre le niveau de jeu, c'est l'attitude qui m'a vraiment marqué. Il est radicalement différent, même au niveau de ses mimiques sur le terrain. C'est plus le gamin que je voyais en Primavera qui avait 15-16 piges. C'est plus le gamin qui pouvait chialer parce qu'on avait perdu je sais plus quel trophée, je crois la première Coupe d'Italie. Il est devenu, je sais pas si c'est mon impression, en tout cas si vous la partagez, mais je le trouve hautain, prétentieux au niveau même de sa gestuelle, de comment il réagit. Alors peut-être que c'est moi par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, mais il m'insupporte. Son attitude. Il dégage moins de sympathie, c'est sûr. Il dégage beaucoup moins de sympathie et même le niveau.
Ouais, bah, comme le dit Nico, ouais, il y a eu 1 ou 2 matchs qui ont été vraiment bons, et sinon, bah, il n'y a rien, quoi. Alors, j'ose espérer qu'il n'y a pas que le PSG qui pourrait se l'acheter. Je me dis qu'un club anglais, si jamais il y a un gardien qui bouge, Courtois, on parle qui pourrait partir de Chelsea, C'est des pourquoi bonnes pas. poires les clubs anglais, hein. Voilà. Ils peuvent nous rendre service. Liverpool, Voire a eu la bonne Madrid, idée Liverpool a eu la bonne idée de faire foirer son gardien en finale de la Ligue des Champions. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen de s'arranger, mais hormis les clubs anglais, ça risque d'être difficile de le vendre. Et à l'heure actuelle, comme le dit Nico, on n'est pas en train de négocier en se disant peut-être qu'on peut vendre pour moins 70 millions. Moi, personnellement, à 50 millions, je le vends sans hésiter, je l'amène à l'aéroport, je lui prépare son petit déj et je l'envoie. Hein. Et ça fait Et le plus problème, de c'est sous que pour 50 Chiesa, millions, c'est c'est très ce que bien. les gens demandaient l'année dernière. C'est ce que certains clubs étaient prêts à mettre l'année dernière. Et Ouais. là, apparemment, ça monterait pas plus haut que 30 millions. Ce Voilà, qui est donc, normal. Vu le prix du joueur, c'est déjà un bel après, investissement sur un effectivement, gardien. on peut aussi se dire que le marché anglais est tellement déréglé que demander 50 millions, c'est pas déraisonnable. À partir du moment où ils sont en train ils sont capables de demander des Andy Carroll et des Benteke à 40 millions. Donc voilà, c'est une situation compliquée. Je pense et j'espère que le Milan va descendre un peu son curseur, en tout cas son exigence, parce que 70 millions, on les aura jamais. Et peut-être effectivement espérer qu'un club anglais puisse les mettre, parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas le Donnarumma continuer à Milan et je ne vois pas Donnarumma continuer dans ces conditions à Milan. Et pour le bien du club, pour les finances, et même pour son bien à lui, parce que et je vais pas non plus souhaiter à ce qu'il fasse les croisés, qu'il fasse une mauvaise carrière, qui Moi, s'éclate je souhaite quand en même, Angleterre. peut-être pas les croiser, mais qui bousille sa carrière. Ah, moi, ça, je le souhaite quand même. Écoutez ce gros vicelard, il a pas changé, hein. On pensait que les années lui feraient du bien, mais non. On retrouve Qu'il a le réussi, Nico moi d'il y a ça me 10 ans. dérange pas, mais qu'il a réussi en dehors du Milan, parce que là, à l'heure actuelle, c'est plus possible. Et en numéro 1, ça sera les buteurs, hormis Coutronnet évidemment, pour des raisons différentes. Kalinic, parce que psychologiquement, on a vu un mec s'effondrer comme je ne m'y attendais pas. Alors, c'était pas non plus la grande star, c'était pas Mandzukic, c'était pas un super joueur de l'Est, mais c'était un joueur assez fin techniquement, c'était un joueur qui pouvait apporter, c'était un joueur qui, malgré tout, pouvait claquer ses 15 pions dans l'année, parce que c'est ce qu'il faisait à la Fio. Il n'en plantait pas 25, mais il en plantait au moins 15. Et là, bah, psychologiquement, il s'est effondré. Et pareil, un peu comme Donnarumma, je pense que ça a atteint un tel état un point de non-retour, en tout cas, entre les supporters et lui. J'ai du mal à le voir rester à Milan. Et Silva pour son attitude. Parce qu'ok, peut-être qu'il a du talent, peut-être que techniquement il vaut quelque chose, mais en attendant, moi j'ai vu un mec qui n'en branlait pas une. J'ai pas vu un mec qui se battait comme Coutronnet, j'ai pas vu un mec qui était capable de faire des décisions. J'ai pas vu un mec qui avait la hargne, qui avait la niaque. Et bah, j'entends un peu les rumeurs des clubs anglais. Bah ouais, pas de problème, prenez-le. 32 millions sur les 38 qu'on a, c'est limite une belle affaire pour nous. Parce qu'honnêtement, je m'attendais à ce qu'on le vende 20-25 millions grand maximum. Alors s'il y a une offre à 32 millions, clairement, il faut foncer dessus. Il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Bon, bah écoutez, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Numéro 3, j'ai voulu mettre au départ André Silva, qui se l'est joué diva, qui n'a pas montré grand chose à part de gris-gris. Mais il est clair que Donnarumma devait figurer dans ses flops. Vous avez tout dit, je vais pas faire très long. De toute façon, on a une troisième partie qui nous attend. Je suis grosso modo d'accord avec vous. Toujours est-il que si on le vend, ça fera encore plus de sous pour acheter Chiesa, hein, qui est mon seul véritable objectif cette année. Acheter Chiesa, moi j'y tiens particulièrement. Donc là, on a encore des sous à récupérer. Et puis surtout, j'aimerais que Plizzari revienne, parce que, bon, même si je crois que ça s'est pas super bien fini dans son club, ça reste un jeune talent que j'aimerais voir jouer chez nous. Ensuite, numéro 2, caissier, je passe encore, vous avez tout dit, physique hors norme, mais technique zéro. Cela dit, vu son âge, on peut peut-être patienter un petit peu, il faut juste pas compter sur lui, il faut pas que ce soit la pierre angulaire du milieu, c'est sûr, c'est qu'il peut rester sur le banc, et puis éventuellement on voit ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, il mérite pas d'être titulaire, et cette saison ça a été très agaçant. Et numéro 1, Kalinic, dont je ne voulais pas, et dont la fonction première fut d'empêcher Cutrone de jouer en première partie de saison. S'il y a bien un truc que je supporte pas, moi, ce sont les occasions manquées d'un avant-centre. Or Kalinic a énormément vendangé cette année, et n'a donc rien à faire dans cette équipe. Alors on passe à la dernière partie, donc qu'attendre de ce mercato et qu'espérer pour l'an prochain, en tenant compte à la fois des limites budgétaires et de la petite base construite cette année qui se limite finalement en gros à la charnière centrale. Gila. Alors, ce qu'on peut espérer pour le prochain mercato, à tout le moins ce que j'espère, bon déjà c'est une évidence, le recrutement d'un attaquant de pointe, clairement en mesure au moins de mettre ses 20 buts annuels, en tout cas en mesure de porter l'attaque vers l'avant.
Ensuite, je pense que le second recrutement pourrait porter sur les côtés, et notamment le côté gauche, avec un joueur quand même capable de jouer, un ailier gauche en tout cas de métier, qui pourrait éventuellement remplacer Çalhanoğlu, ou en tout cas évoluer en alternance avec lui. Et ensuite, pour le reste, je pense qu'il faudrait éventuellement recruter un nouveau milieu. Un milieu qui pourrait éventuellement remplacer Kessié, mais bon, ce n'est pas dans les tuyaux. Je ne pense pas que le club cherche un remplaçant à Kessié, mais dans l'absolu, Comment ? Il parle du Coréen de Swansea qui a fini son contrat. Qui ? Ce serait en bonne voie. C'est un milieu de terrain dans le même style que Kessie. C'est qui, c'est ça ? C'est qui ? Ouais, j'arrive pas. Ne pas prononcer le nom, je vais pas faire l'effort pour pas m'afficher, mais il a résilié son contrat, il est gratuit. C'est l'avantage. Il y a un truc dont je ferme pas la porte et on va voir. Il y a Marquisio qui est en train de résilier son contrat. Et on en parlait l'année dernière. Alors ça serait pas mal par contre. Je pense qu'il est cuit. Ah merde. Si la Juve le laisse partir gratuitement et lui résilie son contrat, c'est qu'à mon avis, il est HS. Tu sais, ils ont laissé partir Baggio en 95. La Juve laisse souvent partir ses joueurs. Tout est possible. Mais Marquisio, on en parlait l'année dernière déjà. C'était un nom qui circulait l'année dernière. Alors, il y en a certains qui disent qu'il devrait partir en Chine. Est-ce qu'il va rester en Italie ? Mais je pense que Milan aujourd'hui regarde tout ce qui est gratuit. Donc, Marquisio va vite rentrer dans les... Hélas. Pour clore, voilà, je pense que s'il y a des recrutements, je pense qu'ils concerneront essentiellement l'attaque, un attaquant de pointe et un ailier gauche, éventuellement un milieu, pour évoluer au poste de caissier, ou alors un milieu polyvalent qui pourrait évoluer aux 3 postes. Voilà, mais je pense que ça se limitera tout au plus à 3 recrues, outre Reina et Strinic. Nico, quelque chose à ajouter ? Au niveau des noms qui circulent, moi je pense qu'il va y avoir 2 milieux de terrain qui vont venir. De toute façon, Montolivo apparemment ne veut pas refaire la même saison, et je le comprends, et de toute façon, vu le niveau qu'il a, il est obligé de partir dans un grand club. Donc, le Werder de Brême serait prêt à l'accueillir. Donc, derrière ça, il y a Locatelli qui apparemment voudrait plus jouer. Milan parle d'un prêt. Ah bah non, faut qu'il joue. La Fiorentina est intéressée. Locatelli, je pense qu'il est temps de lui laisser sa chance et de lui dire au revoir. Oh. Bon non, il a pas eu sa chance. Non, il l'a eu. Non, il l'a eu. En 2-3 ans, il a eu la possibilité. Non, l'année dernière, il a commencé réellement cette année. Cette année, on l'a tué. C'est trop moyen, Oh, je pense pas qu'il ait autant de temps. Tu vois, un Cristante n'a pas eu sa chance. On est en train. On va parler avec Tom, tiens. On est en train de le tuer, Locatelli. C'est ça, Nico. Il regarde ce qu'il a joué cette année. C'est scandaleux ce qu'on lui a réservé. Mais malheureusement, on est en train de le faire crever à petit feu. Malheureusement, à partir du moment où, quand par exemple Biglia s'est blessé et qu'il a eu la possibilité de jouer 3-4 matchs, il est quand même passé devant Montolivo, Locatelli. Il n'a pas été au niveau. Il a plutôt bien fini l'année, non ? Ses dernières prestations étaient pas mal. Ça a été compliqué. Vu qu'à la fin, c'est Montolivo qui a repassé sur le temps d'un match, il est repassé devant quand il avait pas été très bon. Mais moi, je suis assez déçu de ce joueur, de ce qu'on a pu voir déjà. Déjà l'année dernière, il y a eu une grosse baisse de niveau. Il a eu ses 2 buts contre la Juve et Sassuolo qui l'ont mis en avant. Et c'est vrai qu'il était bon dans un Milan très moribond. Mais je trouvais déjà que l'année dernière, il avait bien descendu par rapport à ce qu'il avait pu montrer. Un prêt ne serait pas mal. Juste un prêt simple, de le laisser partir. Je pense pas que ce serait une mauvaise idée pour qu'il puisse jouer. Il a besoin de jouer avec continuité. Et on verra ensuite, mais je pense pas que de toute façon, ce sera un grand joueur. J'avais été déçu du départ de Cristante. Locatelli me fera pas mal au ventre, je pense. Quoi qu'il arrive, en termes de milieu de terrain, on parle de Badej qui est gratuit. Donc on serait avec un club russe et le Napoli dessus. Donc là je te disais, il y a Marquisio qui résilie son contrat. Donc par rapport à l'année dernière, est-ce que le Milan va y réfléchir ? Ensuite il y a le Coréen. Ça fait un bout de temps que le Milan discuterait avec son agent quand même, parce que c'est un nom qui circule depuis le mois de janvier. Gila a pas lâché le nom, mais il va falloir le lâcher parce qu'il fait mal au ventre. Mais on parle de Memphis Depay en termes de gauche. Il a des fans apparemment, parce qu'il y en a qui soutiennent sa venue. On avait perdu Boateng, on va récupérer son petit frère là. Parce que là c'est quasiment ça. Donc et surtout il faut savoir que Depay a fini une saison en France de manière brillante, mais ça reste quand même un joueur qui brille par des coups dans un match. Ça veut dire il tire de 35 mètres. On parle d'une tête, comme on dit, il a le melon quoi. Il se prend pas pour de la merde, le Memphis Depay. Enfin, c'est dommage parce qu'on avait viré pas mal de ce genre de joueurs, donc en récupérer un
Après, c'est vrai qu'il y a un potentiel. Maintenant, spécialement, je pense que le Milan doit plus prendre de risques avec ce style de joueur. On parle de Belotti devant, parce que son prix a énormément baissé vu sa saison. Apparemment, le président Quero qui est très dur en affaires, ne voudrait pas le vendre parce qu'il espère quand même, il préférait repartir une saison avec Belotti qui avait prolongé en plus son contrat, et en même temps essayer que voilà, il refasse une belle saison pour de nouveau après le revendre à 70-80 millions d'euros. Et Belotti ne partira pas au clash avec son président, car le joueur n'est pas comme ça. Donc à voir, on parle d'un attaquant. Le nom le plus chaud serait Falcao, qui devrait partir, que Monaco veut s'en débarrasser et lui voudrait partir de Monaco. Maintenant, est-ce que Falcao, qui joue un match sur 3 quand même à Monaco, parce qu'il est quand même souvent blessé. Alors il est bon quand il joue, mais bon, il joue un match sur 3. Et il faut savoir qu'en Angleterre, il a quand même, et comme en Espagne, en Angleterre, à Chelsea, Manchester, il avait été quand même très mauvais. Il a réussi à retrouver des couleurs dans le championnat de France. Moi, j'ai peur que ce soit un gros flop, le Falcao à Milan. Voilà. Bon, Tom, est-ce que tu vois des choses plus réjouissantes? Réjouissante, pas vraiment. Déjà, la première chose, c'est que ça va dépendre de la décision de l'UEFA. Parce que c'est les petits copains de l'UEFA qui sont en pleine cabale contre Lille pourraient, et à mon avis, vont nous suspendre de l'Europa League. Donc après, peut-être que je vais me tromper, mais à mon avis, l'Europa League elle va nous passer sous le nez, on va faire ciao ciao au revoir. Donc, ça va être terrible pour le recrutement et un terrible désaveu pour même pour les futurs joueurs, pour qu'ils mais tu perds dans l'image énormément. Ça, faut pas se leurrer. Je pense que l'image du Milan, elle en serait écornée, et pas dit que beaucoup des pistes actuelles seraient encore intéressées par, non pas parce que l'Europa League c'est super réjouissant, mais par rapport à l'image que le Milan renverrait. Et après, financièrement, tu perds quand même une bonne vingtaine de millions. Donc, vu qu'on a un budget mercato qui est à 0, donc on n'est pas à moins, mais on est à 0, donc forcément on sera à moins 20. Donc forcément, il faudrait penser à... Tout ça va être compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va devoir jongler entre un budget mercato qui va être très compliqué, avec les possibles probables sanctions de l'UEFA, et avec l'obligation, à mon avis, de finir en Champions League. Sinon, le projet, clairement, qui est mis en place en l'état actuel des choses, pourrait être vraiment compromis si on n'arrive pas à atteindre ce top 4. Donc c'est vraiment très compliqué. Je pense que ce mercato va être très difficile, et j'ai du mal à voir comment on pourrait s'en sortir. Si, parce qu'à on recrute en Primavera, Tom. Ouais, mais le problème, c'est qu'en Primavera, ils seront pas prêts de suite, donc on n'ira pas en Ligue des Champions. C'est toujours le même problème. Mais si t'as pas d'argent, tu fais comment? C'est ça le problème, c'est ça, c'est qu'effectivement, il va falloir vendre. Effectivement, il faut espérer que Suso, la clause pète. Il va falloir éviter de négocier au rabais la vente de Bacca et Bertolacci. C'est des trucs bêtes comme ça. C'est effectivement la vente de André Silva à 32 millions, faut sauter dessus. Kalinic, il faut espérer que pour 15-20 millions, et encore 20 millions, je pense pas, ce sera plus 15, il faut espérer de lâcher. Espérer lâcher pareil Donnarumma, mais bon, ça va dépendre des clubs anglais. Donc c'est pareil, c'est des hypothèses. Parce qu'après, les Montolivo, parce que j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu parce que dans le programme que tu as mis en place, tu as dit avec qui on repart. Moi de mon côté, j'ai mis les deux Donnarumma, on les enlève, Gomez, on les enlève, Antonelli, on l'enlève, Montolivo, on l'enlève. Musacchio pourrait partir aussi. Qui ça? Musacchio pourrait partir aussi. Musacchio, moi, ça m'embêterait parce que je pense qu'en numéro 3 et en Zapata en 4. Le problème, c'est que si on a besoin d'argent, je pense qu'il va. C'est un problème de riche qu'on a là. Ça prétendra mieux en plus. Oui. Après, Mori et son frère en emploi fictif, on peut l'enlever. Et Kalinic a batté. Donc, on en est, voilà. Donc, après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a Reina, on a Strinic. On a déjà les deux jeunes, Belanova et Torazi, qui vont faire la prépa estivale. Bon, Torazi, je pense que ça risque d'être plutôt pour l'équipe B qui va être mise en place l'année prochaine. Mais Belanova remplacera numériquement Abaté, ça c'est une certitude. Et Pizzari revient. Maintenant, comme le dit Gila, il faut un buteur, un ailier gauche et un milieu, minimum. Donc après, avec le budget qu'on aura en fonction des départs qu'on pourra avoir, il faudra arriver à compenser. Ça va être, on va jongler. On va jongler. Donc je l'ai, Tom, je l'ai ton attaquant, je l'ai ton ailier, je l'ai ton milieu. Si on vend Donnarumma, André Silva et Suso, ça fait Chiesa, Barella et Belotti. Voilà. Ça c'est formidable. Et là je signe là.
Le problème de Chiesa, c'est que, et ça on en a déjà parlé, le problème Oui, je c'est que sais. les prix augmentent. Les prix augmentent, que la concurrence est bien meilleure que nous, il faut pas se leurrer. Et Encore la plus Juve le avec- regarde de près, apparemment. La Juve le regarde, Naples le regarde, la Roma le regarde, et même l'Inter le regarde. Soit tous les quatre qui sont en Ligue des Champions. Alors nous, on va arriver avec nos petits sabots et notre budget zéro et l'UEFA. Eh ben, il faut tenter. Non, mais c'est Ah vrai, oui, je quoi. pense il faut tenter. Moi aussi, j'aimerais bien, surtout si Attends, Suso c'est le part, moi meilleur j'aimerais joueur vraiment. italien offensif actuel, hein, et il a 20 Ah, ans, mais je moi, crois. j'aimerais vraiment, surtout si Suso part, j'aimerais vraiment. Mais Voilà. le problème, c'est que je pense qu'il va falloir se rendre à évidence que notre attractivité est un peu limitée. Ah, ça c'est sûr, faut pas Donc, l'enlever. Ça. Faudrait qu'il aime donc le voilà. club, quoi. Faudrait qu'il ait une histoire, Voilà. qu'il ait été supporter du Milan dans sa jeunesse. Barella, c'est du 30-35 millions. Et le problème, c'est que je suis pas sûr qu'au milieu. Je crois que la on parle- Juve a déjà quasiment C'est plus verrouillé l'Inter. l'histoire. Je crois que j'ai vu l'Inter qui est vraiment dessus. On était dessus en Et- janvier, je crois. Hein. Donc voilà. Et Bellotti, Quero, il aimerait bien le garder. Et même si le prix a diminué, ça reste 50-60 millions. Et je suis pas sûr qu'on soit en capacité de les mettre. On parle de Zaza qui coûte 20 millions. Hein. Bah, Ouais, Zaza, je suis ça va moins être, fan. c'est pas fabuleux, mais La après, grande si on n'a pas, Zaza. si on n'a pas d'argent, pour moi, ça sera plus adapté que Kalinic, mais après, je suis Faut, on va pas voir faut sûr le pas que qu'il ce tire retour les soit- pénaux, par contre. Hein. On va voir le Oui, retour voilà. de Baka et la Padula. Non, après, je suis un peu sceptique comme Nico sur Falcao, sur en tout cas la condition physique, mais après, je suis pas sûr qu'on puisse avoir vraiment mieux que Falcao cette année. Je suis pareil, Depay. Moi, je trouve que c'est quand même un vrai bon joueur. Je suis pas d'accord avec Nico sur ce point-là. Par contre, la mentalité est un peu mauvaise. Ça, il faut pas se leurrer. Maintenant, pareil, est-ce qu'on peut avoir beaucoup mieux que Depay l'an prochain? Je suis pas certain. Parce que je suis pas certain qu'on puisse mettre plus que ce que la somme en tout cas dont on est en train de parler par rapport à ce joueur. Et au milieu, va falloir faire des coups gratuits, comme le dit Nico. Je pense qu'on n'aura plus de budget. Donc ça va être du Badej, peut-être du Ceballos, l'Espagnol du Real, ou en tout cas un joueur un peu gratuit qui bouffe pas trop de salaire. Donc après, à voir. Ça va être compliqué, et je pense qu'en tout cas, le mercato va être très compliqué pour nos dirigeants. Bon, Gila est pressé, donc on passe au mot de la fin. Gila, tu démarres. Bah du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la saison à venir? Espérer que le Milan, déjà espérer que le Milan ne soit pas exclu des compétitions européennes, en l'occurrence l'Europa League, et espérer ensuite un peu de continuité et un recrutement bien ciblé, intelligent, comme on l'a évoqué. Et pourquoi pas si Milan reste bien évidemment qualifié en Europa League, une campagne intéressante. Voilà, la situation actuelle assez incertaine fait que je ne sais pas trop quoi vraiment espérer pour l'avenir, vu qu'on ne sait justement pas de quoi il sera fait. Voilà, je peux juste espérer que le Milan fasse un recrutement intelligent, ne soit pas exclu des compétitions européennes, et voilà, et que le groupe de Gattuso puisse confirmer, et pourquoi pas nous surprendre, et une saison enfin sans limogeage en cours de route, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, effectivement. Nico. Comme Gila, c'est difficile d'espérer quelque chose quand tu sais pas du tout ce qui peut se passer. Après l'annonce d'après les médias, que Milan devrait être exclu de l'UEFA, de l'Europa League, les dernières infos maintenant disent que peut-être ce serait juste une interdiction de mettre les joueurs qui vont être recrutés sur la prochaine liste. C'est ce qui pourrait se passer. Donc bon, à suivre, mais j'espère vraiment moi, ce que j'espère en fait surtout, c'est qu'on va pouvoir jouer l'Europa League, car c'est le seul truc qui m'intéresse dans la saison. J'ai du mal à croire avec ce qui peut se passer, que Milan puisse jouer le haut du tableau l'année prochaine encore. Je pense que ça va se jouer entre la 5e et la 7e place l'année prochaine pour le Milan. J'aimerais en savoir un peu plus sur le Chinois qui gère le Milan, savoir si réellement il a de l'argent, il a pas d'argent. On n'arrive pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc voilà. J'espère, vraiment juste ça. Le 19 juin, on aura la réponse si le Milan jouera la Coupe d'Europe, et je l'espère. Alors souvenez-vous, j'étais contre l'arrivée des Chinois. Finalement, on se demande s'ils nous ont pas mis en bateau, parce que ils nous ont fait espérer. Avec soi-disant, enfin un argent qui est peut-être fictif d'ailleurs, j'en sais rien, en tout cas inférieur à ce qu'on imaginait. Puis finalement, on se retrouve cet été dans la situation des étés gallianesques. Voilà, donc c'est ça qui est un peu regrettable, c'est qu'on a eu des faux espoirs, et c'est particulièrement frustrant. Vas-y Tom. Je n'avais pas préparé mon mot de la fin. Tiens, ça va être par rapport à l'Italie, parce qu'on vient de sortir, on sort d'une année déplorable aussi au niveau de l'équipe nationale.
On a vu les premiers matchs de la Nouvelle-Italie. Bon, Mancini, c'est pas, je pense, le meilleur choix possible, mais en tout cas, on a vu un peu la Nouvelle-Italie qui est à peu près, qui est intéressante, qui a pas contrairement à ce qui se dit, pas la génération la plus moisie de l'histoire de l'Italie. Néanmoins, pour retrouver en tout cas une Italie au sommet, je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux MJ, je pense qu'à mon avis, parmi les 30-35 noms qui sont les plus à même de représenter cette équipe nationale à l'heure actuelle, j'ose espérer que dans les 4 années à venir, il y en ait une dizaine qui n'y soient plus, parce que ça voudrait dire qu'il y en a une dizaine de nouveaux jeunes talents qui auront percé, qui auront pris leur place. Et le motif d'espoir, parce que quand même on a été assez négatif dans cette émission, c'est les derniers résultats de l'équipe d'Italie au niveau des jeunes. Je crois que tu allais parler des féminines qui sont qualifiées pour la prochaine mais Coupe du ceux-là Monde. peuvent pas jouer dans la même équipe. Oui, ça c'est vrai. C'est pas encore voilà. mixte, Nico, malheureusement. Mais Enfin, malheureusement, non, il y a eu la 3e place des U20 l'année dernière au mondial et la 2e place, même si c'est pas un titre, des U17 cette année. Ok, au tir au but, hein. Donc ça au tir au but, en ayant d'ailleurs vraiment joué à armes égales avec une génération qui était considérée comme monstrueuse, parce que c'était les Pays-Bas. Et il y a vraiment du talent au niveau des 98 jusqu'au 2002, parce que j'essaie de prospecter le plus bas possible et le plus jeune possible. Après, forcément, il y aura des échecs, il y aura des ratés, il y aura des jeunes qui n'arriveront pas pour des raisons X ou Y. Néanmoins, je pense qu'il y a vraiment de la qualité à venir. Et j'espère, et ça en prend le chemin, donc là je suis assez content, qu'on arrivera à leur laisser la place, ce qu'on est en train de faire par exemple avec Bellanova, et ce que sont en train de faire certains clubs avec leurs jeunes. Donc que ça continue parce que ça passera forcément par eux, que l'Italie pourra retrouver des sommets. Bah oui, il va falloir, mais surtout il faut que ces joueurs jouent dans des gros clubs, parce qu'il faut qu'ils jouent les compétitions européennes, on peut pas... Ils sont déjà au niveau des jeunes, ça Oui, c'est non, déjà mais bien. c'est positif, non, parce que j'essaie d'expliquer qu'on peut pas titulariser en équipe d'Italie des mecs qui jouent le bas de tableau, quoi, de la Serie A, c'est pas possible, ou qui jouent en Série B, Oui, pire je suis que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut quand même que les jeunes en question aient leur place dans les gros clubs. Alors si ça en prend le chemin, tant mieux, moi j'espère que ça va continuer. Évidemment au Milan, pour moi c'est jamais assez, tu le sais très bien, donc j'espère toujours qu'il y en aura plus, donc Bellanova c'est très bien, mais encore faut-il qu'il joue, parce que si c'est juste être sur le banc toute l'année, ça m'intéressera déjà beaucoup moins. Alors mon mot de la fin, c'est que j'ai tout simplement adoré la Notte del Maestro, pas seulement pour Pirlo, qui est pour moi le meilleur joueur italien depuis Baggio, tout le monde sait que je le pense, mais aussi pour le plaisir de revoir les passes millimétrées de Totti et le sens du but d'Inzaghi. C'est ce football qui m'a fait aimer l'Italie. C'est tout ce qui manque à Milan aujourd'hui, hein, même si l'espoir Cutrone remonte un peu le moral, même si Romagnoli et quelques autres remontent un peu le moral. J'ai l'impression que San Siro a vu du foot une seule fois cette année, du vrai football, c'était ce 21 mai dernier, donc j'ai particulièrement apprécié. Alors je sais que nos détracteurs nous ont appelé longtemps Radio Pirlo, ce qui pour moi est plutôt affectueux, d'ailleurs je le prenais bien. Après tout on parle vraiment du meilleur joueur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais en tout cas techniquement certainement le meilleur joueur italien vraiment de ces 10-20 dernières années. Donc voilà, j'aurais au moins vu un match intéressant cette année, c'était celui-là. Et Pippo, alors quelle forme, et Cafu, etc. Enfin c'était quel plaisir de revoir Nesta, de revoir tous ces joueurs, les champions du monde 2006, tous ces mecs qui nous ont manqué. Vieri qui faisait le fou avec Cassano, qui lui faisait du kung-fu au moment où il a marqué son but. Enfin il y avait une vraie bonne ambiance, il y avait Baggio dans les tribunes, il y avait Ronaldo même s'ils n'ont pas joué, il y avait du monde pour rendre hommage à ce joueur formidable qui était Andrea Pirlo, et ça m'a fait particulièrement plaisir. Voilà, donc c'était le 10e bilan de saison. Nous reviendrons bien entendu en août pour la reprise. Pas de Coupe du Monde cette année, donc en attendant que la fédération italienne retrouve sa souveraineté et puisse peut-être de nouveau imposer des quotas d'Italiens au club, je vais regarder Messi pour ma part, ça me changera de Kalinic et Çalhanoğlu. Bel été à tous, profitez bien de vos vacances, belle Coupe du Monde malgré tout. À bientôt, salut. Ciao. Ciao, ciao.